Pour aujourd'hui, nous allons parler de la journée mondiale de l'eau. Alors, il faut savoir que chaque 22 mars, la communauté internationale commémore la journée mondiale de l'eau qui va se tenir demain. Mais aujourd'hui, on en parle déjà avec notre invité du jour. Il s'agit de M. Alassane Samoura qui est sociologue de formation et promoteur du musée de l'eau. Il est très passionné des questions d'eau, donc aujourd'hui, on va en parler. Et puis, avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse à présenter par El Hadj Soumaïla Rabo, le directeur de l'information de Savane Média qui sera là. Et plus tard, on recevra des acteurs et puis l'équipe de production de l'émission, de la série du moins, c'est Aquanina qui sera diffusée sur Savane à partir de mardi prochain. On parlera aussi avec cette équipe. Vous aurez vos chroniques sécurité routière et puis également les rendez-vous du week-end. Alors, ça promet. Voici qu'on plante le décor, mais permettez-nous de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis partout au Burkina Faso et ailleurs. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre chaque matin sur Savane TV. Bienvenue encore à Bonjour le Faso. Nous débutons l'aventure avec la première rubrique. C'est la rubrique qui nous amène à la découverte de Burkina Faso. On part pour à la découverte de. Alors, cette semaine, on vous présente le musée de l'eau de Moutili. C'est situé donc à Kouanda. C'est un village pas loin de Ouagadougou au Burkina Faso. Et nous découvrons ce musée de l'eau parce que c'est justement la semaine grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle, mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions du financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement, avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train de... Nous querellons actuellement en justice pour cette question. Et ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif, j'allais dire avec des papiers qui ne sillaient pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour en couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons, depuis octobre, confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui va être mené. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau du peuple burkinabé, qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, plus celui du musée du roi du Maroc.
Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique. Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, bon, je ne sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouada, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, bon, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée, hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. Nous recevons aujourd'hui le directeur de l'information de Saval Média, Elhadj Ismaël Arabo, qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Elhadj. Bonjour Abzeta. Bonjour à vous toutes, à vous tous, merci. Aujourd'hui au Faso pour commencer. C'est ça. Okay. Zignaré, ce 20 mars 2025, IB inaugure la cimenterie Sizinob. Séjour du président du Faso dans le plateau central, IB a bâton rompu avec la chefferie traditionnelle, les FDS et les forces vives. Dans news du VSD, 200 mosquées construites par l'Arabie Saoudite, fake news. Et puis Fatih veut la protection des boys américains à l'Est. Le ministre Gilbert, aussitôt, c'est toujours à la une de Aujourd'hui au Faso, appelle à l'extermination d'une communauté. Le parquet ouvre une enquête. On peut lire aussi échauffourée halogène contre autochtones à John Tala, le présumé commanditaire et ses talibés indésirables dans le village. 10 ans de prison requis contre Boalem Sansal, froid sibérien entre Alger et Paris. Et puis Conseil de paix et de sécurité. Vive l'onction des autorités religieuses à IB, les bâtons, les bonnets rouges reconnaissants. Et puis les FDS réaffirment leur engagement. Les responsables administratifs reçoivent les orientations, les investissements d'Inoussa Kanazoué, salués par tous. Dans une lettre pour l'AI à la page 6, on retient crise à Chifra, une expulsion pas très, point de suspension catholique. L'enseignement protestant célèbre ses 75 ans au Burkina. Et puis, retour des Fassoya, ouvrir l'œil sur les commerçants véreux. Affaire des 200 mosquées de l'Arabie Saoudite démenties du ministère des Affaires étrangères. Appel à la haine ethnique sur les réseaux sociaux. Ouverture d'enquête pour interpeller les auteurs. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la une de l'Observateur Palgam. Dans Sidoya, le quotidien d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso aux forces vives du plateau central, le Burkina sera ce qu'ils n'ont jamais rêvé qu'il soit. Centre de gériatrie de Ouagadougou, 96% de taux de réalisation.
cimenterie de Laongo, le président du Faso inaugure la Sizinob SA. Dans Chronique, le terrorisme n'a pas de visage, peut-on lire à la une du quotidien d'État citoyen. Passons au journal Le Quotidien. Visite du centre gériatrique de Ouagadougou, la livraison de l'ouvrage attendue au plus tard en mai 2025. Le président Ibrahim Traoré aux forces vives du plateau central, nous allons récupérer la totalité de notre territoire. Dans Digne d'intérêt, CHR de Koudougou, une tumeur du dos de 10 kg opérée avec succès. Djibo, un particulier, offre 15 motos au FDS et VDP. Ouaga, des syndicats de travailleurs exigent la nomination de compétences internes dans les postes de responsabilité. Construction de 200 mosquées au Burkina, une fake news de 2023 qui refait surface. Le quotidien Bogolais, l'Express du Faso est aussi là. On lit à sa une, les forces région du plateau central, les forces vives s'engagent à soutenir la vision du chef de l'État. Dans la rubrique Autant le dire, présidentielle ivoirienne, ils sont encore en train de remettre ça. Fespaco à Bobo pour la promotion d'une culture forte et indépendante. Dans Vrai ou Faux Bobo, il y a eu rupture collective hier chez les militaires. Secteur 25 de Bobo, jeu du chat et de la souris entre vendeuses et forces de l'ordre. Au bassin, la gendarmerie a saisi de la drogue à Bama. Gare ferroviaire de Bobo du Lasso, Sitaraï accorde des instants pédagogiques à plus de 300 élèves. Et nous terminons avec le journal Le Pays, échange direct avec les forces vives du plateau central. Le président du Faso annonce le paiement de la dette intérieure. Investissement dans le plateau central en 2 ans, Inoussa Kanazoué casque plus de 500 millions de francs CFA. Dans Popouri, affaire présumée de deal de parcelles à Banfora, le dossier désormais sur la table du TGI Ouaga 1. Semaine de Poco, comment se maquiller quand il fait chaud. Promotion des compétences internes, un syndicat et un collectif soutiennent le PDS de la commune de Ouagam. Mystère psychique et spirituel, portez votre pantalon ou votre culotte en commençant par le pied gauche attire la chance selon Roch Bakiono. Actu Sport, Cameroun, ministère Oufeka Foot, qui est responsable du couac à l'aéroport de Johannesburg. Merci bien Elage pour ces titres. Et ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est notamment la sortie du président Azienré, inauguration du cimenterie, rencontre avec les forces vives de la nation. Exactement. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, hier dans la mi-journée a pu inaugurer une nouvelle cimenterie qui porte à beaucoup maintenant. Le nombre de cimenteries au Burkina, c'est pratiquement une demi-douzaine. Et une cimenterie inaugurée grâce à un partenariat fructueux entre la Chine et le Burkina. Et occasion pour le chef de l'État de dire que chaque fois qu'une nouvelle usine est inaugurée au Burkina, ça fait de nouveaux emplois pour nous et des emplois en moins pour l'impérialisme. Là, il était encore dans sa matière et parce que ça lui permet de dire que petit à petit, nous allons assumer notre souveraineté et faire en sorte que nous comptions sur nous-mêmes pour nous développer. Et cette cimenterie-là a été montée grâce à la coopération sino-burkinabé. C'est pas moins de 103 emplois qui sont créés directement et puis 300 emplois indirects qui seront créés. Encore que un des avantages dont le Burkina pourrait bénéficier, c'est en lien avec ce que le ministre en charge du commerce, Serge Poda, a demandé, c'est que cette cimenterie-là vienne pousser les autres cimenteries à faire en sorte que le prix du ciment baisse. Je crois que c'est le vœu ultime des Burkinabés. S'ils ont beaucoup de cimenteries, s'ils ont beaucoup de ciment produit, ils souhaiteraient que le prix du ciment baisse pour qu'ils puissent en profiter pour construire au maximum parce que le Burkina est encore en chantier. Et puis, après l'inauguration de la cimenterie, le président a échangé avec les forces vives. Là, on est obligé de prendre juste quelques points parce qu'il a dit tellement de choses. On est obligé juste de prendre quelques points des échanges. Il a reçu les corps constitués, l'administration, les FDS, les autorités traditionnelles, coutumières et religieuses. Et il a échangé avec les corps constitués avant
de s'ouvrir à l'ensemble des forces vives de la région du plateau central, dont Zignaré est le chef-lieu, il faut le rappeler. Et puis, entre autres, commençons par la sécurité et la défense. Il a dit que nous allons récupérer l'intégralité de notre territoire. Il a réaffirmé, il a confirmé, il a insisté là-dessus. Et il a dit à ceux qui seraient encore dans les mailles du terrorisme de s'en tirer en déposant les armes. Je crois que c'est la seule chance qu'il leur reste, en déposant les armes, parce que le Burkina est déterminé à reconquérir l'entièreté de son territoire. Ça, il a insisté là-dessus en ce qui concerne la sécurité et la défense. Il a demandé aux opérateurs économiques de se mettre ensemble pour travailler, de créer de grands groupes pour gérer les grands marchés de l'État. Parce que parfois, il y a des marchés de l'État qui sont gérés par une entreprise de BTP ou un groupe de BTP, mais qui n'est pas toujours assez fort, qui n'a pas toujours le dos assez large pour gérer l'entièreté du marché, parce que c'est souvent à coût de milliards, et il est souvent bien de préfinancer pour aller vite que d'attendre les premières avances de l'État. Il a demandé que les opérateurs économiques pensent à se mettre en grand groupe pour travailler sur certains grands chantiers. Le président a aussi parlé de la dette intérieure. Ça intéresse presque tous les petits acteurs économiques, y compris nous. Il a dit que des mécanismes sont trouvés, des mécanismes sont en train d'être trouvés pour que le plus rapidement possible la dette intérieure soit épongée. Et il a dit que pour ce qui concerne les banques qui sont les banques propriétés de l'État, il a demandé que ces banques-là voient comment la liquidité des dépôts à terme, les comptes bloqués là, voilà, pourrait servir à éponger la dette intérieure, quitte à ce qu'après l'État fasse en sorte que ce soit remboursé. Je crois qu'il a dit que jusqu'en mai ou plus tard, il souhaite que ça soit fait. Quel est le problème qui se pose avec la dette intérieure? C'est que pour beaucoup d'acteurs économiques, dont les médias par exemple, comme nous, on fait des prestations pour l'État, à la demande de l'État, et ces prestations-là se sont accumulées, les factures se sont accumulées, et avec les soubresauts politiques, l'État n'a pas toujours été au rendez-vous pour payer ces factures. Et quand ça s'accumule, après, ça fait un manque à gagner important pour les entreprises prestataires, parce que ces entreprises-là comptaient sur le paiement de ces factures pour gérer leurs charges. Et si ça s'accumule sur plusieurs années, vous imaginez ce que ça peut avoir comme impact sur la gestion des charges des entreprises, l'électricité, l'eau, le téléphone, les impôts, oui, les cotisations à la sécurité sociale, je ne parle pas des salaires, ce sont des dépenses incompressibles que les sociétés doivent gérer, et surtout quand ce sont des petits opérateurs économiques ou de petits acteurs économiques, souvent qui commencent, c'est vraiment lourd à supporter. Et le président a annoncé, je sais que le premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela l'avait dit à Bogo Dioulasso quand il a rencontré le secteur privé, lors de la rencontre État-secteur privé l'année passée. Il avait dit que la dette intérieure avait commencé à être payée et que ça allait continuer. Là, c'est le chef de l'État qui le confirme. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour les uns et les autres. Ça devrait permettre d'avoir un nouveau bol d'air dans les sociétés qui aujourd'hui triment, parce que l'insécurité a paralysé beaucoup d'activités économiques. Deuxième sujet, retour à Ouagadougou, en tout cas avec la communication du procureur du Faso après le TGI Ouaga 1. Oui, le procureur Blaise Bazier a produit un communiqué qui parle des appels, incitations, communication tendant à inciter à l'extermination de communautés ou d'une communauté précise. C'est bien malheureux, et puis ce n'est pas la première fois. On se souvient qu'il y a quelques années déjà, des choses graves du genre s'étaient produites, et puis les chefs traditionnels, le plus haut leader des traditions, s'étaient réunis chez le Mogo Naba pour faire une déclaration, pour dire aux uns aux autres de jouer bas la terre, parce que la cohésion était une richesse assez précieuse
que nous ne devrons pas vendanger. Bon, cette fois-ci, pardon, c'est le procureur du Faso auprès le TGI Ouaga 1 qui produit un communiqué à la suite de publication et de diffusion de messages d'incitation à la haine, d'appel à exterminer une ou plusieurs communautés. Et tout ça, c'est dans le contexte des événements récents de Solenzo, dans les Banwa, dans la boucle du Moun. En particulier, ce qui est visé, c'est un post sur Facebook qui appelle à exterminer une communauté. Et le procureur a dit qu'en la matière, une enquête est ouverte et le ou les auteurs seront appréhendés et punis conformément à la loi. Mais il y a encore des messages diffus qui circulent de part et d'autre. Il a rappelé que selon les thèmes du code pénal, jusqu'en 3 dispositions, ce type d'incitation à la haine, à la violence là était sanctionné. Donc ce sont des infractions punies par la loi et les uns et les autres devraient se garder de publier de tels messages qui incitent à faire mal à l'autre, qui incitent à la violence, qui incitent à exterminer. Et c'est vraiment grave dans un contexte où on est en quête de cohésion, de vivre ensemble, de paix, de fraternité, d'entraide, de solidarité. Je crois que ce sont des comportements à bannir. Le procureur a prévenu, on verra bien dans les jours à venir ce qui va s'en suivre. D'accord. Internet, toujours avec ces fake news et le ministère des Affaires étrangères qui apporte un démenti sur l'affaire de la construction de 200 mosquées par l'Arabie Saoudite. Oui, il y a à peine 3 jours, les uns et les autres ont pu lire cela via divers canaux, y compris dans des groupes WhatsApp. Le message disait que le président Ibrahim Traoré venait de refuser une offre de l'Arabie Saoudite qui proposait au Burkina Faso de lui permettre de construire dans le pays 200 mosquées. Et puis le président Ibrahim Traoré aurait dit non, donnez plutôt l'argent des 200 mosquées pour que nous construisions des écoles, des formations sanitaires, des usines pour que les jeunes travaillent davantage. Quelque chose du genre. Voilà, c'est tout un montage pour donner l'impression que dans le partenariat entre le Burkina et l'Arabie Saoudite, bon, c'est plutôt des propositions qui ne sont pas forcément dans l'intérêt ou les intérêts des Burkinabés que le partenaire saoudien fait des propositions. Là, le ministère des Affaires étrangères est clair là-dessus. Il dit dans un communiqué que c'est totalement faux et qu'en rappel, en 2023, il y avait eu ce type de message-là qui avait été d'ailleurs démenti en son temps par le ministère en charge des Affaires étrangères et puis ça refait surface. Ça veut dire que souvent les fake news-là, c'est le même montage, c'est le même contenu, on laisse les gens oublier et puis on réchauffe. Ça revient. Voilà. À quelle fin? On ne sait vraiment pas. Parce que y a tellement d'intérêts en jeu dans nos relations aujourd'hui, que ce soit à l'interne ou nos relations avec l'extérieur. Bon, il y a des gens qui sont toujours pas assez contents de la manière dont les choses se passent. C'est peut-être pourquoi, sinon on ne voit pas quel intérêt on aurait à inventer une information du genre pour nuire aux relations entre le Burkina et un pays tiers. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça veut dire que ça nous interpelle les uns et les autres. Nous, acteurs des médias, nous devons faire en sorte d'attirer l'attention des citoyens au quotidien sur les fake news. Mais on doit chaque fois aussi leur rappeler le regard critique qu'ils doivent avoir dans leur mode de consommation des informations. Voilà. Chaque fois que vous devez consommer des informations, il faut vous demander est-ce que vous êtes à la bonne source? Est-ce que vous êtes à une source sérieuse? Est-ce que c'est un média auquel vous avez confiance? Est-ce que l'information est relayée par d'autres médias? Voilà. Est-ce que d'autres médias sérieux ont repris la même information? Et voilà, il y a un certain nombre de... L'information date de quand? Et voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut avoir comme repère pour pouvoir vous déterminer au moment de consommer les informations. Ça veut dire que ça appelle aussi de la part des autorités, par exemple le Conseil supérieur de l'information, le Conseil supérieur de la communication, le CSC, des campagnes de sensibilisation, d'information, de formation à l'éducation aux médias, pour que les gens comprennent que, en particulier sur les réseaux sociaux, il faut être très prudent quand on a certaines informations.
pas plus tard qu'il y a 1-2 semaines, c'était une information concernant la douane, vente de voitures aux enchères par les douanes. Ça a été démenti plus d'une fois par la Direction générale des douanes, par la BCLCC, et ça continue quand même. On a vu la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, attirer l'attention aussi des consommateurs au début des mois de carême et de ramadan de jeunes musulmans, parce que les gens proposaient des produits assez bien présentés, voilà, à des prix imbattables, bon, alors que souvent c'est le début de l'arnaque qui se présente comme ça. Vraiment, faisons attention au quotidien, chaque minute, parce que les mauvais esprits et les gens de mauvaises intentions peuvent passer par là pour nous gruger. Merci beaucoup, Elhadj. Merci beaucoup. On va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Notre invité du jour est une personne très passionnée des questions d'eau. Il est sociologue de formation. Il a travaillé dans des institutions internationales, mais aujourd'hui, il est vraiment consacré à son musée. Aujourd'hui, il s'agit du musée de l'eau, qui est situé maintenant à Moutili, dans le village de Kwanda. Il est sur le plateau avec nous. Il s'agit de M. Alassane Samoura, que vous connaissez maintenant sur ce plateau. D'ailleurs, tout au long de cette semaine, on a fait découvrir encore plus le musée de l'eau. Et il est là, il va nous parler surtout de la journée mondiale aussi de l'eau qui aura lieu demain. Bonjour à vous, monsieur Samoura. Bonjour, madame. Bienvenue. Ravi de vous rencontrer encore. Merci également. Alors, monsieur Samoura, tout au long de cette semaine, on a présenté le musée de l'eau à travers notre rubrique à la découverte d'eux que vous connaissez bien. Alors, on va revenir au musée plus tard, mais aujourd'hui, justement, on parle de la journée mondiale de l'eau qui aura lieu demain, qui est prévue pour demain, chaque 22 mars d'ailleurs. Alors, vous êtes dans la valorisation de ce liquide précieux depuis des années. Et pour le musée de l'eau, c'est quand même une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous avez eu comme satisfaction, le fait de travailler sur ces problématiques de l'eau? La première satisfaction, elle est personnelle, parce que j'ai a comme connaissance dans la question de l'eau, en termes de résilience de Burkina Faso, dans les grandes problématiques de l'eau. Tout ça, c'est des satisfactions que j'ai montrées. J'ai montré l'eau autrement aux gens. Non pas seulement liquide précieux, mais l'eau dans une dimension holistique. Oui. J'entends par holistique la culture, l'eau dans la culture, l'eau dans la sociologie, l'eau dans l'anthropologie, l'eau dans les langues, l'eau dans la cosmogonie, voilà, l'eau dans la politique. Tout ça, c'est des aspects que j'ai essayé de développer dans cet espace muséal. Okay. Voilà la grande satisfaction. Pour ce qui est du musée de l'eau, est-ce qu'avant justement de lancer le musée de l'eau, c'était quoi les travaux que vous avez menés sur la question d'eau? En fait, j'ai travaillé dans les projets et programmes d'hydraulique villageoise pendant 25 ans. Okay. J'ai travaillé à Manga, ensuite je suis allé à Tenkodogo, et ensuite j'ai fait l'UNICEF, et après j'ai terminé par WaterAid. Donc tous ces parcours-là m'ont permis vraiment de connaître l'eau, non seulement au niveau institutionnel, mais au niveau de la base, au niveau des communautés. Donc je connais un peu tous les ressentis, toutes les émotions que les femmes ont sur la problématique de l'eau. Parce que j'étais en phase directe avec les femmes, je les écoutais, je partageais avec elles leurs sentiments, leurs émotions, en tant que sociologue. Mais aussi, au niveau des décideurs, j'avais aussi droit de chapitre pour leur dire, voilà un peu ce que les femmes ressentent sur la problématique de l'eau. Mais ce qui a manqué, c'était vraiment de capitaliser tout le matériel, les ustensiles que les femmes menaient sur le terrain. Voilà un peu le parcours que j'ai pu faire. Le musée, il existe 20 ans. Moi-même, j'ai fait près de 25 ans dans le domaine de l'eau. Avant de créer le musée. Avant de créer le musée, 20 plus 25, ça fait 45 ans qu'on est. Ah, quand même. Hein. Voilà. on peut pas trouver plus expert en eau que vous. Oui. Parlons de la situation actuelle de l'eau au Burkina Faso. Vous avez travaillé dans des projets au contact direct avec les populations à la base, qui peut-être pour établir des forages, qui peut-être pour faire des ateliers de réflexion sur les questions de l'eau. Mais la situation actuelle, est-ce que vous pensez qu'il y a eu amélioration par rapport aux grands défis en matière d'eau, accès à l'eau potable, accès au forage et autres, ou bien qu'est-ce que vous pouvez nous présenter
comme situation actuelle de l'eau au Burkina? Très sincèrement, il faut reconnaître qu'on a fait de grandes évolutions. Ok. Voilà. D'abord, on a créé un ministère de l'eau en 1984 avec le président Thomas Sankara. Ça, c'est de la vision. Et tant qu'on n'a pas de la vision, on ne peut pas faire les autres actions. Donc, on est un des premiers pays en Afrique qui a créé un ministère de l'eau. Ensuite, quand moi j'avais commencé à travailler, déjà la part des populations en matière d'eau, un forage pour 300 habitants, souvent même 250 habitants. Mais aujourd'hui, on a dépassé cette norme-là. On est autour de 600, 700, souvent même 1000. Et ça, on a fait beaucoup de forages dans pratiquement tous les villages du Burkina. Et même les hameaux de culture, on les a rejoints. Là où il y a une population, souvent même moins de 200 à 300 personnes, l'État décentralisé arrive, notamment le ministère de l'eau, dans les directions régionales sont arrivés à mettre des forages à la disposition des populations. Ça, je l'ai vécu personnellement. Parce que j'y ai travaillé dans cette zone pour aider. Parce qu'il y avait des projets aussi qui avaient mis beaucoup d'argent pour qu'on ait vraiment de l'eau potable pour les populations. Ensuite, au niveau de l'ONEA, en son temps, l'ONEA était resté sur certains centres secondaires. Maintenant, l'ONEA est sur beaucoup de centres secondaires au niveau du Burkina. C'est vrai que la question de l'eau dans les grandes villes comme Ouaga, Bobo, c'est très difficile parce qu'il y a une croissance démographique qui se fait et les gens sont beaucoup plus à la périphérie. Il faut souvent faire en sorte que l'eau aille vers les populations. Ça, je reconnais qu'il y a des difficultés, mais il n'en demeure pas moins que dans des capitales, dans les grandes villes comme Ouaga, Bobo, Koudougou, des efforts sont faits. Okay. Je prends un exemple, certaines villes d'Afrique, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, je connais des villes d'Afrique où il pleut pratiquement 11 sur 12 mois. Et dans ces villes-là, la population n'a pas de l'eau potable. C'est-à-dire l'eau ne coule pas dans les robinets. Pourtant, on les appelle châteaux d'eau de l'Afrique. C'est un paradoxe. Donc, mais ça, c'est lié à des problèmes de gouvernance. Mais aussi au niveau du Burkina, ça veut dire que la gouvernance a permis que l'eau aille vers les populations. Et aujourd'hui, avec ce régime, et moi j'ai rencontré la dernière fois le ministre de l'Environnement de l'eau, mais grande fut ma satisfaction de voir tous les efforts qu'il mène et on a partagé sur ces questions-là. Bon, c'est vraiment salutaire de dire qu'il y a des progrès dans le domaine. Voilà. Il y a des progrès, mais il y a toujours à faire parce que la population à la base, surtout pour les grandes villes comme Ouagadougou, en ces périodes de mars, avril, mai, il y a toujours des coupures d'eau au robinet. Au niveau donc de la distribution de l'eau par l'ONEA, on remarque toujours des coupures d'eau. Est-ce que ça aussi, le défi ne se trouve pas à ce niveau? Non, ça je suis d'accord. Il faut travailler vraiment à multiplier des forages dans les quartiers. Il faut travailler à donner... Ça dit que chaque famille, chaque ménage, chaque individu ne doit pas manquer de l'eau pendant près de 30 à 40 minutes. Sinon, c'est une régression de la démocratie. Okay. Voilà. Pas une coupure de toute une journée quand même. Toute une journée, c'est encore pire. Ça dit que là, on est en train de créer des situations très difficiles. Et on va créer même des situations sanitaires inconfortables. Oui. Parce que si tu n'as pas l'eau, tu vas aller boire de l'eau qui n'est pas potable. Et ça va engendrer des maladies en toi. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est parce que on n'a pas donné de l'eau potable aux gens qu'on arrive à ce genre de situation. Mais il faut reconnaître qu'il y a effectivement, aujourd'hui, Ouaga est autour de 2 millions, 2 millions 500 habitants. On est nombreux, c'est vrai, mais le nombre ne justifie pas l'inaccessibilité des populations en eau potable. Mais c'est les gouvernants qui doivent travailler dans ce sens pour qu'aucun individu ne manque de l'eau pendant même moins de 10 minutes. Ça, c'est des lois de la démocratie. Parce que dans notre constitution, maintenant, il est prévu que l'accès à l'eau potable soit un droit. Si c'est un droit, ça veut dire que je dois l'avoir à tout moment. Voilà, comme l'eau, l'éducation, la santé, ainsi de suite. Parlons maintenant de la gestion de l'eau. Je sais que ce sont des valeurs que vous enseignez au musée de l'eau. Et est-ce qu'au niveau de nos ménages, on sait prendre soin de ce liquide précieux?
le compte de l'État, ça c'est pas bon. Et quand tu regardes aussi dans certains ménages comment les enfants gaspillent l'eau, ça c'est pas bon. Cependant, il y a toute une éducation à l'eau aussi qui se fait avec vous, les médias et tout. Les enfants commencent à comprendre que l'eau est une ressource extrêmement importante qu'il ne faut pas gaspiller. Donc, la gestion de la ressource au niveau familial, elle n'est pas totalement au top, mais elle commence à rentrer dans les habitudes des enfants, notamment au brossage des dents le matin. Bon, avant, il laissait le robinet ouvert, il peut se brosser pendant 10 minutes et l'eau coule pendant 10 minutes. De plus en plus, l'éducation à l'hygiène, on leur fait comprendre que non, cette manière de faire n'est pas bien parce qu'on gaspille de l'eau et qu'il y a d'autres populations qui n'en ont pas. Alors, donc, partant de là, les gens comprennent. Et moi, je prends souvent des exemples assez simples pour leur expliquer. L'or et l'eau. Vous donnez 3 kilos d'or, moi je vous donne 3 kilos d'or, et moi j'ai 3 litres d'eau, on sommes dans une maison pendant 3 jours. Alors, j'ai dit aux enfants, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout de suite, le sourire est là, ils commencent à réfléchir, ils se disent, ah! L'autre va dire, moi je préfère garder mon or pendant 3 jours, je vais sortir et puis revendre l'or et puis avoir de l'eau. Et tu vois la majorité des élèves qui vont lui dire, non, ça ne peut pas se passer comme ça parce qu'au bout de 3 jours, tu vas mourir. Donc, ils commencent à comprendre l'importance de l'eau. L'eau n'a pas de valeur marchande, par contre, l'or a une valeur marchande. L'eau est un trésor. Il faut prendre l'eau comme un trésor, un patrimoine. Alors que l'or, c'est une valeur marchande. Tu marchandises ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vend l'eau, ça devient un business. Mais dans la conception traditionnelle africaine, l'eau est un don de Dieu d'abord. Ouais. Parlons maintenant de la journée mondiale de l'eau. Chaque 22 mars, la communauté internationale commémore cette journée-là, instaurée par l'ONU, il faut le rappeler, c'était en 1992, soit 33 ans de commémoration. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette journée? Ensuite, on parlera de l'impact réel sur nos populations. En fait, je pense que l'ONU a bien fait en 92 d'y penser, parce que ce sont des alertes et des anticipations sur des grandes problématiques. Et vous voyez aujourd'hui, les questions de changement climatique se posent à travers le monde. Et il faut qu'au niveau décisionnel mondial, des alertes ou des anticipations se fassent. Mais quand on fait les alertes et les anticipations, on essaie aussi de donner les ressources humaines et les ressources financières à ces États-là, pour qu'ils puissent quand même trouver des solutions à chaque pays qui a des difficultés, voilà, typiques ou atypiques. Dans chaque pays, les choses ne sont pas les mêmes. Donc, on met en ce moment un fonds au niveau des Nations Unies pour pouvoir aider les gouvernants et les populations vraiment à accéder à l'eau potable. Je pense que c'est des mesures salutaires. Maintenant, à la base, il faut que les fonds soient bien redistribués et que les populations aient vraiment de l'eau potable. Ça, c'est une chose. Et aussi, il faut qu'il y ait des hommes bien formés pour ça. Parce qu'une chose, c'est d'avoir les ressources, une chose, c'est d'avoir aussi des hommes bien formés pour gérer les ressources. Est-ce qu'on sent l'impact direct sur la population du fait de la commémoration de cette journée? Ah si, parce que ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, dans les habitudes. Et il y en a même qui vous appellent plus tôt pour vous dire « Ah, il y a la journée mondiale dans 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et je pense que ça, c'est une sensibilisation que nous avions tous menée, société civile, gouvernants, et que ça passe maintenant. Parce que quand on voit un attroupement de gens qui marchent et qui dansent sur la question de l'eau, les gens se disent « Ah oui, il y a Komaramo Watotoni ». Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont sensibilisés sur la question. Alors, donc, il y a un impact sûr. Maintenant, il ne faut pas que le même jour, il y ait une coupure d'eau. Je demande à l'ONEA de ne pas couper d'eau. Au moins demain. Au moins demain qui nous prive de ce grand privilège humain. Voilà. On va vérifier ça. On pourra vérifier demain, ça. On pourra vérifier ça dans tous les quartiers. Parce qu'il y a eu une année où on a marché comme ça à Banfoura pour parler de la question de l'eau. Et c'était un 22 mars d'ailleurs. Et le lendemain, il y a eu coupure d'eau sur toute la ville de Banfoura. Oh, c'est paradoxal. Parce que là, c'était vraiment triste. On ne souhaiterait pas que des situations pareilles. On espère bien. Voilà. Alors, M. Samoura, pour le thème de cette année, je parle du thème national au Burkina, c'est la préservation des ressources en eau, donc gage d'une sécurité alimentaire et d'une résilience climatique. C'est le thème au niveau national. Qu'est-ce que ça renvoie, cette réflexion sur l'eau?
il y a une trilogie ici. Il y a l'eau, il y a l'alimentation, Oui. et puis il y a le changement climatique. C'est ça, c'est les trois là qu'il faut mettre ensemble. Donc, de cette trilogie, il faut que chacun de nous réfléchisse comment l'eau peut être gage d'une sécurité alimentaire. Parce que c'est au niveau de l'agriculture et des mines qu'il y a la plus grande consommation d'eau. Voilà. Et ça, il faut que maintenant, on ait une agriculture qui soit moins consommatrice d'eau. C'est-à-dire qu'il faut en ce moment développer des technologies. Il faut aussi montrer aux agriculteurs le système de goutte à goutte, par exemple. On peut mieux économiser sur des questions. Il y a des savoirs, même les savoirs endogènes et les savoirs technologiques modernes, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage d'eau. Donc, travailler de sorte que l'eau devienne vraiment gage d'une sécurité alimentaire. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais aussi, il y a les questions climatiques. Vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on a comme les chaleurs infernales de Ouagadougou. Nous sommes souvent à 39, 40, 41 degrés dans la ville de Ouagadougou. Ce n'est pas possible, c'est intenable. Alors, maintenant, il faut que la solution vienne de nous-mêmes. Et pour ça, les recettes sont simples. Vous et moi, on plante un arbre chacun chez nous à domicile. Quand vous faites un échantillon de 100 ménages à Ouaga, 100 cours, je vais dire, vous allez trouver qu'il n'y a pas 40 ou 60 ménages qui ont encore des arbres dans leur cours. Et ça, c'est pas bon. Pour atténuer vraiment les changements climatiques, une des recettes simples, endogènes, faciles à faire, c'est vraiment de planter des arbres. Alors, donc, il faut que l'eau aide à faire de l'agriculture, mais il faut que l'eau aide à faire aussi l'environnement pour atténuer les changements climatiques. Ouagadougou est une ville pas du tout boisée. Alors, M. Samoura, chaque 22 mars, vous commémorez cette journée au niveau du musée de l'eau, votre musée. Pour cette année, qu'est-ce qui est prévu? Alors, on a prévu plusieurs activités, mais on va commencer très tôt demain, parce que comme je disais, il y a une chaleur infernale qui s'abat sur la ville. Mais on va commencer à 7 heures. À 7 heures, on va faire une procession. Une procession, c'est une marche. D'accord. Mais quand on dit une marche, ici, il faut passer des messages. Et on va réunir 300 à 400 personnes. Parce que du goudron au musée, ça fait environ 400 mètres. Donc quand on aura 300 à 400 personnes, chacun va porter un ustensile, un récipient, un objet en rapport avec l'eau. Vous allez porter une calebasse. Moi, je vais porter une outre à peau de chèvre. D'autres vont prendre des tricycles et puis mettre 100 bidons dedans, ainsi de suite. Et les seaux, les barriques, les pousse-pousse. Et on va marcher sur 400 mètres. Mais seulement, on ne va pas seulement marcher, mais on va chanter. On va chanter, on va danser. On va les appeler les marcheurs porteurs d'eau. Ah oui. Porteurs d'eau, porteurs de vérité. Parce que quand tu portes l'eau, tu portes la vérité. C'est l'eau qui est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est tout ce que peut faire lumière, tout ce qui peut faire vérité, tout ce qui peut être satisfaction unanime. Pour que les gens disent, ah, ça c'est vraiment, c'est ce qu'il nous faut. Tout ce qui peut donner vie, c'est ça qu'on va dire. Donc, les porteurs d'eau, le thème chez nous, ça va être les porteurs d'eau, porteurs de vérité. Mais les 400 personnes doivent chacun apporter quelque chose ou porter quelque chose en lui. On n'oublie pas le volet assainissement. Il y en a qui vont apporter des balais, des râteaux, et on va marcher comme ça à l'unisson. Donc, les 400 mètres, on va les marcher pendant 45 minutes. D'accord, du goudron jusqu'au musée. Jusqu'au musée, environ 350 à 400 mètres. Okay. Et ça, c'est chant et danse. Il faut qu'on arrive un peu trempé. Un peu trempé, mais il faut qu'on sente la joie de chacun de porter un ustensile, un objet. À la fin de la procession, il y a une fillette qui va passer un message à son grand-père. Voilà. Et ce message va consister à dire au grand-père, grand-père, nous enfants aujourd'hui, nous sommes en proie au changement climatique. Voilà pour rejoindre le thème. Il faut que vous nous aidez à ce qu'on ait un climat ou une société, un monde meilleur que ça. Et voilà le message qu'on va passer. Le président de la délégation spéciale sera là. On va le lui remettre. Le grand-père va le lui remettre ça. Parce que tout qu'on fait, c'est aussi des décisions politiques. Il ne suffit pas seulement que l'enfant dise, le grand-père porte en tant que sage. Mais quand ça arrive à l'autorité politique, qui est le président de la délégation spéciale de Saba, lui va porter le message avec lui. Et pourtant, il va le rendre acquis de droit. Ou bien il va l'inscrire
dans ses activités de développement ou dans ses projets de développement au sein de la commune. D'accord. Voilà un peu L'activité qui aura lieu. Et après, est-ce que vous restez un temps pour des découvertes et des échanges sur le musée? Oui, on a une association qui s'appelle A3E, qui est une association de jeunes ingénieurs qui fête son premier anniversaire aussi, qui va venir faire une remise des attestations. Ensuite, qui va aussi couper leur gâteau. Et après, on va faire une grande visite du musée. D'accord. Ensuite, on a une ligne. On doit pêcher. On a un étang au niveau du musée. On doit avoir 200 chenilles à l'intérieur. Et on va demander aux grands pêcheurs de Ouaga, chacun de venir pêcher. Et puis, bien sûr, payer. Et puis repartir avec son poisson. Voilà. D'accord. En tout cas, un programme alléchant. Et on me signale que notre temps est terminé. Monsieur Samoura, quel est votre mot de fin ou votre invite à l'endroit? Ça sera l'occasion aussi d'indiquer où se trouve le musée, justement. Le musée de l'eau. Le musée de l'eau se trouve sur la... Quand on parle de Gampela, la voie est actuellement en réflexion. C'est difficile d'y accéder. Mais c'est peut-être mieux de prendre la route de Kosodo en allant comme si on partait sur Lumbila. Il y a un grand rond-point qu'on va appeler le rond-point de contournement. On vire à droite, on a 4 km environ. D'accord. Et il y a un panneau qui indique la présence du musée à gauche. J'invite tous les Burkinabés, tous les buveurs d'eau, à y être demain matin à 7h pour qu'on chante, pour qu'on danse. D'accord. Como, dunia poga, comme tout ma woga. Et puis on danse, on chante. On remercie l'eau. Merci beaucoup, Monsieur Samoura, d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite encore beaucoup de courage pour ce musée-là. Et puis, on se retrouvera, Inch'Allah, demain, 22 mars, la Journée mondiale de l'eau, pour célébrer l'eau au musée de l'eau. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Et vous le savez, hein, depuis quelques jours, on vous parle de la diffusion de la série Aquanina qui va se passer sur Savane TV. Et puis, notamment aussi, on vous a annoncé la réalisation de la deuxième saison qui va se passer à Ouagadougou, au Burkina, j'ai envie de dire, après donc la Côte d'Ivoire. Et nous recevons sur ce plateau M. Innocent Kombari, qui est assistant réalisateur sur la série Aquanina, donc la deuxième saison. Bonjour, M. Kombari. Bonjour. Alors, nous sommes également avec, il n'est plus à présenter, hein, que ce soit aux téléspectateurs de Savane, que ce soit au Burkinabé et à l'Afrique. Il s'agit de M. Gustave Sorgho, acteur de cinéma, comédien. Bonjour à vous, M. Sorgho. Bonjour, Madame. Bienvenue. Merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, vous êtes là parce que vous devrez intervenir dans la deuxième saison donc, de la série Aquanina. Effectivement, j'ai eu cette chance d'être casté par M. Pierre Laba pour continuer le pont culturel qu'il est en train de mettre entre l'Afrique et la diaspora. Et c'est un honneur de savoir qu'il a commencé par la Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui sera certainement avec le Burkina, et incarner un personnage pour rétablir ce lien culturel entre l'Afrique et la diaspora, c'est tout un honneur. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous a fait ou quand il vous a expliqué ce projet, une série qu'il débute dans les Antilles ou ensuite en Côte d'Ivoire et là au Burkina, ça fait un brassage culturel. Vous, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qui vous a capté? Donc, disons que l'un dans l'autre, on pense apporter sa pierre à l'édifice de quoi que ce soit. Parce que quand je prends les gens de la diaspora, ils s'identifient à l'Afrique. Et si l'Afrique leur tend la main, parce qu'ils ont été de l'autre côté en d'autres temps, et maintenant ils reviennent à leur source, je crois que c'est de bon augure. Et en plus, ça renforce la fraternité de l'être humain, parce que nous sommes tous des êtres humains. Et d'après les Moussi, je prends sur cette base-là, je me dis, il faut les accueillir à bras ouverts, parce que ce qu'ils ont subi, on ne peut pas payer ça, on ne peut pas rentabiliser ça. Mais la chaleur humaine qui peut exister par rapport à ce pont culturel, ça doit être quelque chose qu'il faut magnifier et puis entretenir. Bien sûr. Voilà. Alors, Monsieur Kombari, vous allez nous réexpliquer l'histoire de la série Aquanina, parce que la première saison est déjà a été réalisée, donc est passée dans des chaînes ailleurs et doit passer sur Savane TV au Burkina Faso à partir de mardi prochain. Mais expliquez-nous l'histoire de Aquanina.
Alors, c'est une comédie romantique qui parle d'amour. On va pousser encore plus la voix. Voilà, c'est une comédie, comme je disais, c'est une comédie romantique qui parle d'amour, de culture, comme le doyen vient de le dire. Il s'agit de Albert et Nina. Albert qui est martiniquais et Nina qui est ivoirienne, ils sont rencontrés en France. Ils ont fait le mariage, ils ont formé des familles. Comme on parle de culture, en Afrique, le mariage, ce n'est pas entre deux personnes, ce n'est pas uniquement le marié, mais ça concerne toute une famille. Donc, alors, on peut encore parler de cette culture que nous avons en Afrique. Ils vont avoir des difficultés lorsqu'ils vont rentrer dans les familles, dans les pays. Bon, Nina qui revient en Côte d'Ivoire, Albert qui n'est pas en Martinique, comment ils vont informer les familles? Voici un peu la problématique. D'accord. Voilà. Vous étiez là avant-hier avec le directeur marketing et commercial sur ce plateau. Et c'est une série de 26 épisodes, vous avez dit? Tout à fait. De 26 minutes. 26 minutes. Et ça va commencer mardi prochain. Mardi prochain. Qu'est-ce que vous attendez des téléspectateurs du Savane? Alors, c'est un mot régal. Dans un monde où la tristesse prend de plus en plus, il est important de penser à une comédie romantique. En plus de cette beauté culturelle et les différences des cultures que l'on parle, mais il y a cette particularité qu'est l'humour et l'amour. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de s'asseoir autour d'une table en famille et de rire ensemble et de penser au mariage, de penser à l'Afrique et de penser à nos cultures. Bien sûr, surtout que c'est une série qui va faire voyager. Tout à fait. Martinique, Côte d'Ivoire, bientôt le Burkina. Est-ce que quand M. Sorgho, l'histoire vous parle? Comédie romantique. Non, mais j'ai eu la chance de suivre la première saison. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés au ciné Burkina. Il dit, doyen, moi je te vois dans la série là, on va écrire. J'ai dit, bon, vous savez, tant qu'à faire. Et l'esprit dans lequel ça s'est fait, c'est dans ça que j'ai été agréablement surpris quand il m'a dit, bon, je veux que tu joues le rôle de... Et dans sa tête, il a dessiné déjà, bon, imaginons... la difficulté, comme M. Kombari vient de dire, des familles, deux personnes qui se marient subitement, coup de foudre, en France, qui arrivent chacun dans son pays respectif, il faut faire comprendre que je me suis marié, alors que le mariage, ce n'est pas deux individus, c'est deux familles. C'est ça, en Afrique. La problématique en continuant, jusqu'à ce que, bon, je crois que pour vraiment bien camper l'histoire et faire en sorte que tout passe comme à la poste, je pense que c'est dans ça qu'il a pensé que le papa de, comment il s'appelle, la fille Nina sait qu'il a un grand-papa au Burkina, et bon, on sait que les choses s'arrangent toujours par rapport au patriarche, au grand frère. Donc, c'est ça qui va amener peut-être à ce que moi, qui suis là, je vais recevoir les deux et puis essayer d'arrondir les angles. Et c'est dans ça qu'on connaît la culture africaine. Il n'y a pas de problème sans solution. Et à partir du moment où vous pensez que la famille est grande et peut arranger toutes les situations possibles, il faut aller à la source. Voilà, alors, je crois que c'est ça qui m'a emballé, quoi, et ça sera, vous nous avez dit un peu quand même sur ce à quoi on doit s'attendre, surtout par rapport à votre rôle dans cette série pour la suite. En attendant, on va inviter les téléspectateurs à suivre cette série qui va commencer à passer mardi prochain sur Savane TV, c'est 19h15. Donc vous avez la possibilité de suivre sur Savane TV. N'oubliez pas, c'est le numéro 265 et numéro 8 du bouquet Canal+, sur la TNT et sur la page Facebook de Savane TV. Monsieur Kombari, vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je vais ajouter, c'est encore un appel aux partenaires. C'est ça. Alors, c'est une première sur Savane TV, mais aussi au Burkina qui fait la promotion culturelle, qui fait le pont entre les Antilles et l'Afrique. Et vous savez, un film est illimité. Donc, être partenaire à cette série, c'est investir dans une communication pérenne. Et mieux, dans cette série, est tiré un long métrage de 90 minutes du nom de Nina, chaque saison.
qui est diffusé dans les salles de cinéma et aussi dans les compagnies aériennes. Donc, beaucoup de personnes peuvent suivre votre entreprise, voir vos produits, si toutefois vous êtes sponsor ou partenaire. Ok, donc c'est l'occasion d'inviter les partenaires, les sponsors à rentrer du moins en contact avec Savane pour notamment joindre leur image pour la diffusion et être partenaire aussi pour la deuxième saison, pourquoi pas, parce que ça ouvre des portes aussi. Merci beaucoup, M. Kombari. Alors, M. Sorgo, merci. On a hâte de vous voir. Hein? Non, moi je vais ajouter quelque chose pour les partenaires là. Il a vraiment su faire son casting et ceux qui ont suivi l'AS de lycée vont retrouver Ismaël et son père. Et je pense que dans la deuxième saison, les opérateurs économiques gagneraient à donner leur image pour le visuel et je sais qu'ils vont adorer. Donc je les exhorte vraiment à aller parce que quand vous allez voir Ismaël et son père l'AS de lycée, ça doit dire quelque chose. C'est ça. Voilà. Peut-être que vous allez nous en dire plus. Il y a qui d'autre là-bas? Bon, moi, je ne suis qu'un comédien qui a été cassé et j'ai eu la chance de voir que je vais jouer avec Ismaël et son père. Et je n'en dis pas plus que les gens puissent savoir qu'il y a quelque chose de sucré qui se prépare. Et il y a vraiment un lien. Donc, pour être vraiment dans la bonne trajectoire, il faut suivre la première saison. Exact. Parce que quand la deuxième saison sera prête aussi à être diffusée, il faut que vous puissiez avoir déjà suivi l'histoire de la première. Donc, restez sur Savane. Merci beaucoup d'être passé. Merci, M. Kombari. On va marquer une petite pause, le temps de retrouver d'autres invités. Aquanina. Découvrez Aquanina, la série romantique pleine d'humour. C'est le coup de foudre. Ils se marient sur un coup de tête sans l'annoncer à leurs familles respectives. C'est quel garçon qui va vouloir marier celle-là? C'est comment? Tu me manques tellement. Tu me manques beaucoup, j'ai trop hâte de te revoir. Tu es où actuellement? Tu es parmi nous? C'est pas de suite que tu auras un mari. Le papa va t'apprécier. Ça là, ça fait ivoirien. Le blanc, tu vois, qui a attrapé le cheval là. Voilà, c'est mon chauffeur. Voilà. La fille qui est ce cheval là, c'est moi, elle a vu. Mais il a vu même pas un peu même. Savane FM radio kanbagaw denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kumakan bari ɲɛfɛ lamini gigima mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, on parle sécurité routière comme chaque vendredi avec bien sûr Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Aujourd'hui, représenté par M. Hippolyte Tapsoba. Bonjour à vous, M. Tapsoba. Bonjour, Mme Kioma. Bienvenue. Et bonjour les téléspectateurs également. Alors aujourd'hui, on parle des contre-allées. Oui. Vraiment, c'est sûr que beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Alors on commence par connaître plus. Qu'est-ce qu'une contre-allée? Alors, une contre-allée, c'est une voie située parallèlement à une avenue ou bien un boulevard. Ça, quand on crée un boulevard ou une avenue, alors on essaie de faire un passage sur le bas-côté pour permettre aux riverains de rentrer facilement chez eux sans passer par la voie principale. Voilà. C'est ça la contre-allée. Oui, c'est ça la contre-allée. Bon, je pense qu'on va regarder les images, comme ça on va voir si les exemples, ça va être plus clair. Exactement. On regarde les images ensemble pour, je sais pas, bon, en attendant que les images, voilà. Monsieur Tapsoba. Vous voyez ici par exemple, bon, voilà, et là où se trouvent les cyclistes, c'est une contre-allée. Le cycliste. La moto. La moto. Vous voyez, en bleu là. Ouais, mais le monsieur en bleu. Oui, le monsieur. Avec taxi, et puis il y a taxi moto derrière. Voilà, c'est ça. C'est une contre-allée. Donc, c'est fait pour ceux qui veulent accéder facilement chez eux. Ou bien quand il y a des boutiques, que vous puissiez aller tranquillement
vers les boutiques là sans gêner, sans être gêné ou gêner la circulation. D'accord. Bon, voilà. Alors, je crois que sur la voie, si vous quittez ici, vous longez pour aller sur le grand rond-point, en partant à l'ancienne savane, il y a le grand rond-point, vous tournez à gauche. Est-ce que les voies dans les extrêmes, là, on appelle ça des contre-allées? C'est ça, okay. Le bas-côté. Bas ça permet aux gens, bon, souvent c'est assez large pour permettre aux véhicules de se garer et ça peut être aussi une contre-allée. Soit par des bars ou bien des mécaniciens. Bon, c'est utilisé à d'autres fins, quoi. Donc, ceux qui veulent même rentrer chez eux ont des difficultés. Maintenant, quelle est la situation géographique des contre-allées à Ouagadougou, comme on a commencé à citer déjà? Alors, comme je l'ai dit, généralement, toutes les avenues et les boulevards ont des contre-allées. C'est-à-dire, chaque fois que l'on parle d'avenue ou de boulevard, systématiquement, il doit y avoir une contre-allée, pour que les gens n'utilisent pas forcément la route principale. Et dans cette voie, on doit aller doucement, le plus doucement possible, de manière à accéder facilement là où l'on veut. Voilà. Je ne sais pas, ça c'est quelle voie? Est-ce que à l'image Alors ici, vous voyez, c'est juste sur l'échangeur du Nord. Du Nord. Oui, l'échangeur du Nord, voilà. Et nous avons donc l'auto-école à droite, et je vais dire Victoire auto-école à droite, et nous avons... À Tampouy là. Voilà. Ok. Oui, et nous avons une contre-allée à droite. Vous voyez là où la voiture est garée là, c'est le passage pour piétons. C'est là que les piétons, parce que vous avez une passerelle juste derrière la dame là, et donc quand vous descendez de la passerelle, vous devriez suivre là où se trouve un peu à gauche de la dame, et puis monter sur là où il y a la voiture, et comme ça vous êtes protégé. Okay. Vous voyez? Mais il n'y a pas de parking. Donc le gars est obligé d'aller monter sur la contre-allée, sur le passage pour piétons, pour se garer. Bon, vous voyez les briquettes qui sont à droite, ce ne sont pas des briquettes comme ça qu'il faut faire. C'est des bateaux en fait. C'est des briquettes avec pente, pour te permettre de monter facilement. Vous voyez, ils ont mis des briquettes comme ça là. Il y a le parking, mais on ne peut pas accéder. C'est ça. Et si ce n'était pas un camion, il ne serait pas là où il est. Ah d'accord, c'est le camion de Victoire Auto-École qui est garé là. Si ce n'est pas un camion, c'est là-bas qu'il y a le parking. Voilà, une voiture ne peut pas accéder au parking. Bien sûr. Pourtant, il y a le parking. En dehors des entrées, c'est-à-dire des portes, des entrées des maisons, là au moins ils ont laissé des passages, mais en dehors de ces endroits-là, ils ont mis des briquettes qui ne permettent pas du tout de monter, d'accéder au parking. Est-ce que les contre-allées sont réservées à des usagers donnés? Oui. Quels usagers? Normalement, c'est les cyclistes, les engins à deux roues en général, les voitures, et souvent les transports en commun lorsqu'ils ont des petites gares à côté pour prendre les passagers. Donc pas de camions? Non, les gros camions, non. Logiquement, non. Okay. Non, il ne doit pas prendre ça. Quels sont les problèmes des Parce qu'en cas de panne, il va obturer la voie. C'est ça aussi. Maintenant, quels sont les problèmes que rencontrent les contre-allées, surtout au Burkina? Oui. Alors, les problèmes. Vous savez, la vitesse d'abord est très limité, il faut aller doucement. Et ensuite, dans certains endroits, il y a donc ce qu'il faut dire que les gens ne respectent pas l'allure que je viens de dire tout de suite. Au lieu d'aller doucement, ils font la vitesse. Surtout les engins à deux roues, ils ne prennent pas attention à tout ce qu'on dit. Ensuite, il y a des endroits à sens unique et vous allez voir des gens qui viennent toujours dans le sens contraire. Oui, ça, ce n'est pas normal. C'est vrai. Parce que si c'est une contre-allée à sens unique, alors personne ne doit venir en sens inverse, surtout lorsqu'il y a un sens interdit. Logiquement, quand on met une ligne continue à gauche, cela veut dire que systématiquement, la voie est à sens unique et que personne ne doit venir du sens contraire. Mais sincèrement,
l'échangeur du Nord, là, c'est du n'importe quoi. Parce que ça a été vraiment mal fait. Et la police a arrêté les gens là-bas. Finalement, ils ont compris que ce n'est pas normal d'arrêter les gens. Parce que ça a été mal fait et les signalisations sont mal mises. Donc, on pénalise les gens pour rien. Vous avez parlé aussi des briquettes qui sont les briquettes également, voilà. Les briquettes qui ne sont pas des briquettes de bordure standard. Okay. Voilà. D'accord. Donc, pour finir... Oui. Alors, les contre-allées au Burkina Faso ont des signalisations confuses. C'est des signalisations confuses. Ouais, il faut encore revoir les contre-allées et leurs panneaux. Voilà. Ensuite, je prends l'exemple de l'échangeur du Nord, oui, ouais, qui empêche les riverains d'accéder au parking. Ensuite, les bordures qui les empêchent de monter dans le parking. Ensuite, manque de parking en général. Pour dire qu'il n'y a même pas de parking. Si on n'a pas la possibilité d'aller vers le parking, il n'y a pas de parking. Bon, des lignes continues sont tracées du côté habitation, interdisant l'arrêt et le stade. Vous voyez les entrées là. On interdit, on a mis une ligne continue à droite. Et lorsqu'il y a une ligne continue à droite, cela veut dire que l'arrêt et le stationnement est interdit. Ça veut dire qu'on ne peut faire l'un ou l'autre. Or, il y a des parkings à droite qu'on ne peut pas accéder. Tu fais quoi? Si tu veux payer quelque chose, si tu veux prendre des renseignements, tu fais quoi? Voilà. Tu es obligé de t'arrêter sur la route. Alors, nous invitons aux constructeurs de l'échangeur du Nord à revoir les matérialisations et signalisations sur cette voie. Et sinon, ça ne va pas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'espère qu'on va revoir sur les voies. On a pris l'exemple de la voie juste à côté. Quand on quitte Savane en allant vers l'ancienne Savane, ouvrant rond-point, on tourne à gauche. C'est ça. Donc, en allant vers le Vénégré, plus loin, vous allez voir effectivement qu'il y a des contre-allées. Voilà, des contre-allées. Les extrêmes qui sont occupés par... certains maquis aussi qui déposent leurs chaises jusqu'à déborder, c'est pas qui normal. en font des parkings. Voilà. Moi, je prends cette voie et puis je vois souvent. C'est que ça. Bon, ok, donc merci de nous informer aujourd'hui qu'on peut circuler sur ces contre-allées-là et pour circuler facilement. Accéder facilement, mais à allure chose quoi. Moindre. Voilà, moindre. Voilà. Faut pas faire la vitesse. Merci beaucoup. Merci. On va retrouver Honoré Onadia juste après, donc on marque une petite pause. Ngam taaba kulum kalam la furta chaka jampo la wora yella yella Karim. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Ah, d'accord. Bon, tu m'as demandé de réunir la famille. Oui, effectivement. Je pense que tout le monde est là. Ouais. Nous t'écoutons. Tout le monde est là, ça fait plaisir. Parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Je vais faire un coup. Un coup? Karim. Oui. Un coup? Oui. Je n'ai pas le temps. Donc, je vais faire les PPS et les mariages en même temps. Mais il fallait commencer par ça. Il fallait dire non, je vais faire le PPS et le mariage là du coup. Hein? Toi, tu dis un coup. C'est les Français. Français. On parle pas de coup au hasard comme ça maintenant. Moi-même, je suis assis. Si tu me vois là, c'est parce que j'ai mal aux pieds. Sinon, j'allais être devant tout le monde. Tu vas chercher des problèmes comme ça. Je ne peux pas savoir. C'est du français. Bon, il faut appeler les gens là, que c'est une bonne nouvelle.
Installé pour nous donner les rendez-vous du week-end. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices et nous souhaitons un bon Juma Moubarak. Que le bon Dieu, dans son infinie bonté, nous inonde de sa grâce et qu'il nous protège et surtout nous permette tout un chacun de nous de partager cet amour autour de nous pour contribuer au retour de la paix ici au Faso. Amen Honoré. Alors, programme ciné pour commencer. Programme ciné, c'est à la demande voilà, des cinéphiles voilà, que ce film se projette du côté bien sûr du ciné Nerwaya. Ce n'est autre que les talons d'or de Yenenga, à savoir ce film Katanga qui a permis à Daini Kouyaté de remporter les talons d'or de Yenenga. Alors ce film-là vous est proposé depuis le 14 et il continue son bon nombre de chemins jusqu'au 6, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. C'est le même film qui est projeté du côté du ciné Burkina, également aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce jusqu'au 23 mars. Alors c'est l'occasion pour tous ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi de débourser la somme de 2000 et 2500 francs pour aller suivre ce film et par la même occasion contribuer, surtout aider ce grand cinéaste-là qui vient de décrocher les talons d'or de Yenenga. Bien sûr. Et ciné Nerwaya et Burkina? Tout à fait. Okay. C'est le même film. C'est le même film. Les autres rendez-vous? Les autres rendez-vous, c'est les rendez-vous de la maison à partir de 11h déjà, votre émission cadeau de jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. La rétrospective du soirée à la télé, c'est pour le samedi à partir de 14h. De 6h sur Savane TV, une rétrospective qui vous sera proposée voilà, par Maestria, par le capitaine Rasmané Nikema, accompagné bien sûr de Barthélémy Cabré. Et pour la rétrospective et surtout voilà, pour le rendez-vous de l'information, c'est demain avec votre émission 100 minutes pour comprendre, voilà 100 minutes pour comprendre qui va recevoir le coach Simon Ouedraogo. Il échangera avec le directeur de l'information pour vous partager des informations capitales et également pour se rapprocher encore plus de vous car à travers ce média, nous avons décidé d'être la puissance de la communication et encore nous rapprocher plus de vous et surtout vous servir l'information, surtout la vraie, pour vous dire tout simplement qu'on se fait le plaisir de toujours honorer nos engagements, mais nous rapprocher plus de vous. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous du week-end. Merci beaucoup Honoré, à vendredi prochain. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, merci à l'équipe de semaine pilotée par Mariette Koukouaga. Donc au niveau donc, de la réalisation, merci à Joseph Kaboré et à Ernest Zida qui ont assuré le son cette semaine. Merci à Laura au niveau de la production. Merci à Nathalie pour le maquillage. On dit merci aussi à toute l'équipe en salle de production, en salle de diffusion, en salle de montage et surtout merci à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, on se retrouve Inch'Allah lundi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Bon week-end et